Refusing service isn't personal, it's the law. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir des détails sur le concours de gospel intitulé GPAT et nous aurons même la chance de parler avec l'heureuse lauréate. Et tout de suite, pour commencer l'émission, je vais m'entretenir avec Lisaëlle Leblanc, qui est directrice du Musée des sciences et de la technologie du Canada à propos de la commémoration du 100e anniversaire de la découverte de l'insuline. Très, très beau sujet. Mais avant de parler de cette série de conférences-là, Lisa, j'aimerais qu'on partage aux gens comment les accès pour les différents musées du groupe Ingenium sont faits maintenant. Oui, donc on s'entame à mettre en place à partir du 1er décembre un nouveau mandat de preuve de vaccination pour nos visiteurs. Donc, on va demander à tous nos visiteurs qui vont venir à nos musées de montrer une preuve de vaccination qui est leur certificat de vaccination ainsi qu'une identité gouvernementale qui montre leur nom et leur date de naissance. Et ils pourront ensuite accéder au musée un peu différemment qu'ils le faisaient auparavant. On va enlever les restrictions de circulation. Il va y avoir une circulation libre. On a augmenté nos capacités pour accueillir plus de visiteurs. On a ouvert plus d'espace, incluant la cuisine bizarre que notre public nous dit depuis très longtemps, depuis le début de la pandémie, qui s'ennuie de la cuisine bizarre. Donc, elle va être ouverte à partir du 1er décembre, ainsi que plusieurs autres interactifs qui ont demeuré fermés depuis le début de la pandémie. Donc, c'est vraiment un changement pour nous au niveau de l'accès pour nos sites, ainsi que le Musée de l'aviation et de l'espace et le Musée de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, c'est une nouvelle approche qu'on met en place tout de suite à partir du 1er décembre, la semaine prochaine. On demande quand même à ce que nos visiteurs réservent leur place en ligne pour qu'on s'assure à ce qu'il y ait une circulation confortable. Mais si jamais vous êtes pris à dernière minute, vous pouvez aussi vous présenter au site. Moi, ce que j'entends là avec ces informations, c'est que on sort tout doucement, on va croiser les doigts encore, on sort tout doucement de la pandémie parce que là, si les capacités commencent à s'agrandir, ça veut dire qu'il y aura plus de possibilités pour les familles de venir vous voir là-bas. Et quand on parle de preuve vaccinale, je pense que vous commencez à vérifier à partir de l'âge de 12 ans, comme c'est requis. C'est ça. Oui, exactement. Donc, à l'âge de 12 ans et plus, on va demander la preuve. Et c'est sûr que le port du masque demeure en place à partir du 1er décembre aussi. On n'enlève pas cette réglementation-là. Parfait. J'ai vu sur le site web de Ingenium que, à date, là, vous avez beaucoup d'expositions, vous avez beaucoup d'activités, même des activités virtuelles qui continuent. Là, en 100 ans, je suppose qu'on essaie de donner la possibilité à tout le monde de profiter des expériences que vous offrez. Maintenant, moi, ma question, est-ce que vous avez des journées spécifiques, surtout durant la période des fêtes, où il y a des activités qui vont se passer dans l'un de vos musées? Donc, pendant la période des fêtes, on va être ouvert pendant la période de Noël après le jour de l'an, donc pour les 7 jours vraiment de cette semaine-là, à nos 3 sites. C'est nouveau pour nous, on n'est pas ouvert 7 jours semaine présentement. Donc, ça va être vraiment pour accueillir les gens pendant la période estivale aux 3 sites. Il va y avoir des activités sur place, des démonstrations, des expos qui sont ouvertes. Tous les 3 sites ont des nouvelles expositions sur des nouveaux sujets, donc vous pouvez trouver toute cette information-là sur nos sites web. Mais on a bien hâte d'accueillir les gens pendant la saison estivale. Si on se souvient, ce temps-ci, l'année dernière, on avait fermé tous nos musées à partir du 25 décembre. Donc, on a bien hâte d'accueillir les gens pendant les fêtes. Puis moi, j'ai une question par rapport à... Parce que vous êtes la directrice du Musée des sciences et de la technologie. J'aimerais juste savoir comment ça s'est passé, votre réouverture jusqu'à date. Je sais que les gens étaient un peu frileux à l'idée de se rendre sur place, mais comment ça a été jusqu'à date? Bien, c'est sûr que l'année dernière, on était fermé pendant une période de 6 mois avec les différentes fermetures. Donc, on a eu plusieurs réouvertures.
À chaque fois qu'on a réouvert nos sites, par exemple, on a vraiment vu un intérêt auprès du public de revenir dans nos sites, de visiter nos musées. On n'avait vraiment pas beaucoup de difficultés à vendre nos places, nos billets. On avait des places limitées, donc on faisait souvent le plein, surtout les fins de semaine. C'est sûr qu'avec la preuve de vaccination, on va pouvoir augmenter nos capacités, donc on espère être capable d'accueillir encore plus de visiteurs. Et c'est sûr qu'on demeure encore, on manque nos étudiants. Donc, les commissions scolaires n'ont pas encore donné le feu vert pour venir en sortie scolaire. Mais ça s'en on vient. va voir peut-être avec la preuve de vaccination pour les jeunes, peut-être ça va ouvrir, mais on s'ennuie du scolaire pendant la semaine. Ben, ça va venir tout doucement, là. Je suis vraiment très contente de toutes ces bonnes nouvelles-là. Je vais vous garder avec moi, Madame Leblanc, parce que juste après la pause, on va parler de cette activité-là que vous offrez pour la commémoration du 100e anniversaire de la découverte de l'insuline. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Saviez-vous en quelle année a été découverte l'insuline? Moi, je ne le savais pas. Et durant cette série de conférences intitulée Curiosité en scène, dont je parle avec Lisa Leblanc, directrice du Musée des sciences et de la technologie, vraiment, c'est pour donner, je vais dire, l'opportunité aux gens d'en apprendre davantage. Parce que quand j'ai vu la date de la découverte de l'insuline et les personnes même qui l'avaient découverte, j'en avais aucune espèce d'idée. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de comprendre que aujourd'hui, il y a plus d'un demi-milliard de personnes sur la Terre, au monde, qui sont diabétiques. Donc, ça représente 9% de la population mondiale. Il y a 100 ans, on a découvert l'insuline à l'Université de Toronto avec le scientifique Frederick Banton et il y avait un assistant qui s'appelait Charles Best. Et les deux ensemble avaient une idée, une hypothèse qu'ils pourraient, avec l'insuline, peut-être réglementer le taux de sucre dans le sang des gens et peut-être empêcher le décès de la majorité des gens qui étaient diabétiques il y a 100 ans, en mouraient régulièrement. Donc, c'est sûr, cette découverte-là, ça l'a changé vraiment. C'est une innovation, une découverte qui a changé le monde, qui a changé la vie pour ces gens-là. Donc, nous, comme Musée de sciences et de la technologie, on se prête à célébrer ce 100e, mais aussi de voir le futur de le monde médical, les innovations médicales autour des diabètes. Ça s'en va dans quelle direction? Donc, c'est pour ça qu'on va aborder ce sujet-là avec quelques conférences au courant des prochains mois. C'est très intéressant de parler de ce domaine à qui
si selon moi, qui relève du côté hospitalier, parce qu'habituellement, c'est dans les hôpitaux et dans ce genre de conférences à l'hôpital, ou peut-être à l'hôpital Montfort, je dis ça comme ça, mais quand on a ce genre de conférence, de le voir dans un musée, ça donne une autre perspective de la chose. Puis c'est des experts qui viendront discuter sur la question. Mais avant de continuer à parler du contenu, j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est une demande qui a été faite par des gens de la fondation avec qui vous travaillez, de la fondation Ingenium, ou c'est vous-même, le musée, qui avez décidé de parler de ça? Donc, on travaille de très près au niveau de nos buts comme institution avec la Fondation. Donc, la Fondation Ingenium nous supporte. On fait la présentation de cette série-là avec eux. C'est sûr que pour nous, on a toujours l'intérêt de trouver c'est quoi le lien entre la science, la technologie et la société. Et sachant qu'il y a tellement de gens sur la planète qui souffrent d'être diabète, c'est sûr que c'est un sujet sur le 100e anniversaire qui a été un peu une poursuite naturelle pour nous de dire on va mettre l'accent sur ça et de voir c'est quoi les innovations à venir. La Fondation, pour eux, c'était un sujet naturel qu'ils voulaient supporter, puis on a le plaisir de travailler avec eux. Ça fait en sorte qu'on peut présenter ce sujet-là auprès de nos publics. Et préparer des conférences de même, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? J'avoue, le travail le plus complexe en préparation d'une conférence, c'est de trouver les interlocuteurs, les experts, d'aller gratter un petit peu pour voir qui sont les innovateurs dans ce monde-là, puis ensuite de les convaincre de venir jaser avec nous. C'est toujours des gens qui sont très occupés, donc on se sent très privilégié qu'on a une série qui s'en vient, qui est très excitante. Les questions qui seront mises en avant, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, c'est vraiment quelles sont les prochaines étapes par rapport à la vie des diabétiques, quel est l'avenir même du diabète en tant que tel, et puis surtout qu'on se rend compte que la jeunesse commence à être de plus en plus touchée par le diabète. Là, je pense que parents, en tout cas toutes les personnes qui ont quelqu'un comme ça dans leur entourage, là, seraient intéressées à suivre ces conférences, et c'est gratuit. On ne veut pas oublier de mentionner ça. Oui. La première, c'est le 25 novembre, qui aura pour thème l'innovation et l'avenir du diabète, dont on vient de parler tout de suite. Et est-ce qu'on peut avoir le nom des conférenciers? Donc, le 25 novembre, c'est Ron Schlein. C'est un entrepreneur et un scientifique qui est vraiment intéressé, c'est un père d'un diabète aussi, d'un fils diabétique, qui a l'intérêt à voir comment cette innovation peut vraiment stimuler l'intérêt de certains entrepreneurs de poursuivre la recherche. Tu sais, si on pense, il y a 100 ans, c'est l'Université de Toronto qui a donné un espace de laboratoire à Frederick Banting pour dire on va vous donner l'espace pour faire vos recherches en espérant que vous travaillez dessus à 100% du temps, et ensuite d'être capable de faire la découverte et de la mettre en essai tout de suite dans les hôpitaux. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, Ron Schlein est intéressé à ce contexte-là et de voir comment on peut, comme entrepreneur et scientifique, avancer la recherche du côté diabétique. Ça nous donne beaucoup d'éléments concernant l'histoire du diabète, là, très intéressant. Et ensuite de ça, on va passer au 8 décembre, qui est la deuxième conférence de la série de 3 conférences que vous avez. Et là, le thème, ça sera propulser l'innovation au service des diabétiques utilisateurs d'insuline. Ça, là, je pense que c'est un sujet où il y aura beaucoup de personnes. Oui, c'est deux monsieur, le docteur Claude Piché et Robert Oranger, qui sont cofondateurs d'une compagnie qui s'appelle Leucemia Solutions. Ils ont développé une solution, si on connaît des diabètes, c'est toujours dangereux d'avoir une chute diabétique, d'avoir une chute de sucre. Donc, ils ont fait un vaporisateur nasal qui peut être utilisé en cas d'urgence, qui sont en train de rendre disponible pour le mettre en marché pour justement essayer de réglementer le taux de sucre dans le sang de façon urgente. Donc, c'est l'innovation sur laquelle ils vont parler. Donc, je suppose que, est-ce que les gens auront l'occasion de voir des échantillons? Oui, je sais que c'est virtuel, mais au moins de les mettre un peu en contexte de qu'est-ce qu'ils préparent?
Oui, je pense qu'ils vont discuter un peu de l'idée, ça vient d'où, ça va servir à quoi, c'est quoi peut-être le potentiel, si vous êtes diabétique ou si vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans votre vie qui sont diabétiques, est-ce que c'est quelque chose peut-être qui serait une solution qui pourrait leur accommoder dans leur quotidien, tu sais, si vous avez des enfants qui, disons, jouent au hockey puis ont besoin d'un traitement instantané, s'ils ont une chute en plein milieu, tu sais, c'est des choses comme ça qu'on cherche vraiment à voir du côté innovateur, qui peuvent aider les gens qui souffrent de diabétique. Waouh, la science fait des merveilles. Puis là, j'ai envie de savoir si vous avez déjà une idée de qu'est-ce qui va se préparer comme thème pour le mois de mars qui va couronner votre 3e conférence? Oui, c'est une cinéaste qui est en train de développer un documentaire qui s'appelle The Human Trial. C'est une compagnie qui s'appelle ViaCyte qui sont en train d'utiliser des cellules souches pour guérir le diabète de type 1. Donc, ça serait pas juste un traitement comme l'insuline ou d'autres médicaments, mais ça serait peut-être la possibilité d'une guérison. Si on pense aux jeunes qui sont type 1 diabétiques, c'est peut-être un espoir incroyable. Donc, elle a travaillé de très près avec cette compagnie-là. Elle est allée en arrière-scène, a interviewé des patients qui sont en test, tout ça. Donc, c'est un peu une avant-première sur le lancement du documentaire qui se fera plus tard au mois de mars en 2022. En tout cas, on va demander aux gens de rester connectés sur votre site web. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Vraiment, vous faites un beau travail avec cette série de conférences-là. Et puis, je vais essayer de rappeler ça aux gens à l'émission. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous? Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à cette série de conférences intitulée Curiosité en scène qui vient couronner la commémoration du 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, vous pouvez visiter le www.ingeniumcanada.org pour aller vous inscrire. C'est gratuit, comme on en a parlé tantôt avec Madame Leblanc. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du concours de gospel intitulé GEPAT. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant au concours de gospel intitulé GEPAT. Et pour en parler, j'ai avec moi Jesse Kalonji, qui est le fondateur et le promoteur de ce concours. Bien le bonjour. Et puis tout de suite, pour commencer, là, j'ai envie de vous poser la question de savoir, GEPAT, ça veut dire quoi? Bonjour Claude, merci de m'accueillir dans ces plateaux. Donc voilà, GEPAT veut simplement dire Grand Prix Afro-Caribéen des Talents. Et vous l'avez bien expliqué, donc c'est une compétition des talents qui existe il y a de cela depuis 2017. Et vraiment, nous sommes très heureux de participer à cette entrevue pour parler de l'organisation, mais aussi vous présenter
la lauréate de l'édition 2021. J'ai pas bien saisi, si je peux me permettre, on a dit que ça voulait dire gala ou j'ai pas bien entendu la définition? Grand prix afro-caribéen des talents. Afro-caribéen des talents. Comment vous est venue l'idée de créer un concours de ce genre-là? D'abord, c'est parce que les artistes les artistes chrétiens, bien évidemment, n'ont pas le support dont ils devraient avoir, mais aussi ceux qui sont dans la communauté afro-caribéenne ne sont pas soutenus comme ils devaient être. Alors nous avons pensé mettre une plateforme pour propulser ces talents, soutenir de sorte qu'ils puissent avoir les supports qu'ils auront besoin pour l'émergence de leur carrière artistique, mais aussi d'autant plus pour promouvoir le gospel, parce que on regarde ça dans cet angle-là. Donc on a regardé de partout au Canada et on a constaté qu'il y avait un manque. Et il y avait un manque d'autant plus au niveau organisationnel, mais aussi au niveau de support des artistes du gospel. Voilà pourquoi nous avons mis en place une institution qui défend leurs droits, mais aussi qui se présente comme un tremplin afin de promouvoir leur carrière artistique et leur donner le support dont ils ont besoin. Donc, moi, ma question maintenant, c'est de savoir comment vous retrouvez ces talents-là. Est-ce que c'est eux qui, connaissant votre existence, viennent à vous ou c'est vous qui allez, je ne sais pas, peut-être dans des coins où est-ce que vous pouvez les retrouver, on dira par exemple dans des églises? Certainement, dans les églises, parce que c'est déjà du gospel, donc on travaille en collaboration avec les différentes églises. Donc on fait deux options, donc on part avec les églises ou soit simplement sur les réseaux sociaux. Il y a quand même c'est une organisation qui est basée ici au Canada. C'est là 5 ans, donc nous avons organisé chaque année des différentes éditions. Par la grâce du Seigneur, nous avons pu établir une notoriété et de différents partenariats, à l'occurrence avec des télévisions chrétiennes ou de chaînes chrétiennes comme Trace Gospel et d'autres partenaires. Donc on va vers les églises, on va vers les organisations qui font la promotion des talents du gospel, mais aussi sur les différentes plateformes au travers de nos plans de marketing ou de stratégies que nous mettons en place. J'ai vu sur le site web que vous faites de la formation, de l'accompagnement avec les personnes qui sont intéressées. Donc, je me dis, un artiste qui évolue tout doucement dans le milieu du gospel peut venir directement se greffer à vous pour avoir accès à tout ce que vous offrez comme activité et information. Mais ce dont on parle aujourd'hui, là, c'est vraiment du Festival de Triomphe qui vient donner la chance aux artistes de concourir pour remporter 10 000 $. C'est vraiment pas rien, là. Puis moi, je me dis, comment on organise un concours comme ça et comment on sélectionne les pépites, je vais les appeler comme ça, les pépites pour les mettre en avant? Alors, c'est une très bonne question. Donc, la première des choses qu'on commence, c'est vraiment de lancer justement les éditions. Donc, cette édition 2021 a été une organisation très particulière, autant plus par les différentes choses qui sont passées durant l'année, oui. La pandémie, les reports, les fermetures et tant d'autres choses qui sont passées. Mais aussi le fait que nous avons tenu le coup. Donc, on a lancé un plan pour recruter les talents chrétiens par recommandation ou des fois par référence. C'est-à-dire certains candidats ont été référés par leur église, par les responsables spirituels ou des fois par les différentes organisations qui font pratiquement ou quasiment ce que nous faisons. Alors, dans la mesure de fournir le support, c'est d'abord d'identifier ces gens, les inviter dans des auditions. Comme cette année, on n'avait pas le moyen, en fait, on avait le moyen, mais le temps ne permettait pas, du moins la conjoncture ne permettait pas que nous puissions avoir les différentes auditions. Donc nous avons pu demander à ces candidats de se présenter dans nos studios pour faire des prestations afin de présenter à nos membres du jury. Et eux, ils ont fait la sélection. Donc nous avons pu avoir 12 candidats que nous appelons souvent les Warriors, donc le guerrier. Ah, okay. Ce sont eux qui sont venus justement aux éditions, en fait, justement à la demi-finale et à la finale pour conquérir et gagner les 10 000 $. Les 10 000 $, c'est un fonds d'investissement pour soutenir l'émergence artistique de ces candidats-là, mais aussi pour leur fournir les supports dont ils ont besoin. On parle ici de point de vue promotionnel, commercial, mais aussi par rapport aux différents projets. Permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi de mentionner le fait qu'il y a 3 différents talents pour cette édition 2021. Okay. Donc, on a le chant, la danse et puis la poésie. Dans ces 3 domaines, on trouve plusieurs artistes et qui, des fois, n'ont pas les soutiens ou qui, des fois, cherchent à se promouvoir, à avoir une plateforme qui va simplement leur faire connaître auprès de leur public
et de leur fournir les supports. Voilà. C'est très intéressant parce que j'étais juste en train de penser que comme on parle de gospel, ça avait rapport avec le chant, mais de savoir que la danse, on va dire tous les arts dans le milieu, c'est ça, sont vraiment en train d'être promus et j'aime ça. Moi, ma question maintenant, c'est de savoir quel est le bénéfice pour les autres personnes, même si elles ne sont pas celles qui remportent. Je me dis, ça crée quelque part des liens parce que c'est un réseau là que vous êtes en train de créer. Bien évidemment. C'est un réseau que nous sommes en train de créer. Pour eux, c'est un tremplin. Pour nous, c'est un réseau de partenaires artistiques. Nous avons des artistes de renom qui travaillent avec nous. Cette édition a été spéciale parce que nous avons pu, c'est ça peut-être l'avantage de la pandémie, donc on était plus en plus proche des autres artistes parce que nous traversons tous la même situation dans différentes planètes, dans différents pays. Donc nous avons pu contacter des artistes de renom dans le milieu gospel, je voulais dire. Donc des artistes en France, en Belgique, au Congo, en Afrique, qui ont pu soutenir par des différentes stratégies, par simplement le fait de promouvoir l'édition 2021 sur leurs plateformes. Et ça nous a permis de mieux se positionner et d'avoir une notoriété qu'on cherchait depuis longtemps. En tout cas, félicitations. Moi, j'ai la chance là et j'ai bien hâte de parler avec la lauréate tout de suite après la pause. Merci, Monsieur Jesse. Et puis, on va inviter les gens à visiter votre site web s'ils ont envie de se greffer à vous pour bonifier leur carrière gospel. Merci. Merci à vous. Merci de nous accueillir. Alors, pour vous autres à la maison, pour savoir un peu qu'est-ce que fait le groupe GEPAT, je vous inviterai à visiter leur site web www.concoursgpat.com. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai la chance de discuter avec l'heureuse lauréate de ce concours GEPAT. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec l'heureuse lauréate du concours GEPAT, Grace Narciso. Et Grace, ma première question pour toi, c'est de savoir, je sais que cette journée-là du concours, tu étais entourée d'autres talents, comme vous étiez talentueux les uns que les autres. Puis d'entendre dire son nom comme lauréate, qu'est-ce que tu as ressenti à l'instant présent? C'était un choc premièrement pour moi. Parce que, premièrement, quand je suis arrivée, depuis le mercredi, j'avais des maux de gorge. Je n'arrivais vraiment pas à bien chanter. Oh là là. J'avais pris mon deuxième vaccin. Et c'était la catastrophe. En tout cas, vocalement, c'était la catastrophe pour moi. Wow. Je n'arrivais même pas à avaler la salive. Donc, tout ce que je disais, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que là, je n'arrivais pas à chanter depuis mercredi. Et quand on a appelé mon nom, c'était quelque chose, quoi. J'ai un peu douté moi-même dans ma tête. C'est vraiment mon nom. J'étais vraiment choquée. J'étais choquée parce que c'était vraiment
une grâce. Je peux dire que c'est vraiment une grâce de Dieu parce que j'étais pas en forme pour vraiment performer comme je le voulais. Mais c'est juste par la grâce de Dieu, en tout cas, que ça s'est passé, au fait. C'était vraiment une joie, c'était un rêve qui est devenu réalité. Et je rends gloire à Dieu pour ça, en tout cas, pour l'opportunité. Félicitations, félicitations. Et depuis quand est-ce que Grâce, elle fait du gospel? Wow! Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, ça fait plusieurs années. Ça date de... ouais, donc oui, vraiment, ouais. Donc, en fait, je dirigeais les chorales. Apprenais d'autres personnes à chanter aussi, ouais. Mais je suis sortie j'ai fait mon propre single, Sortir de moi-même. Ça, je l'ai fait en 2018, si je ne me trompe pas. J'ai sorti un single. Ouais, en 2018. Mais tout ce temps, je faisais quand même du gospel. J'accompagnais des chantres, des artistes, au fait, gospel. Je les accompagnais. Je dirigeais des chorales. On a chanté au Blues Fest, tout ça. Donc, ouais. Wow, OK. Ouais, j'ai dirigé les chorales au Blues Fest, ouais, donc. Mais là, je veux juste savoir comment la connexion avec le concours GEPAT s'est fait. Parce que je sais pas si tu as entendu mon entrevue tantôt avec le fondateur, il disait que c'était souvent par recommandation et tout. Et moi, je suis juste curieuse de savoir comment tu les as connus. J'ai connu GEPAT à travers l'église. Donc, on va à la même église que Jesse, le fondateur. Okay. Et j'ai participé à GEPAT il y a quelques années en tant qu'invité. Donc, j'ai fait l'ouverture. Et en tout cas, il a aimé. Donc, il m'a proposé de venir, au fait, pour cette compétition, pour y participer en tant que participante. Avant, j'étais invitée. Ouais, avant, j'étais invitée pour chanter. Maintenant, il m'a demandé de participer. Donc, c'est ça. Et j'ai quand même douté. Je refusais avant. Non, je pense pas que c'est pour moi, tout ça. Mais j'ai eu le temps après de réfléchir, de prier pour ça aussi. C'est très important pour moi. Donc, et puis, j'ai eu le go du Seigneur. Alors, je vais me lancer. Et puis, ça prend combien de temps de préparation? Parce qu'un concours où est-ce qu'on se retrouve, pas pour chanter pour le plaisir, mais chanter pour concourir. Là, ça change la donne, là. C'est ça. Ça a pris, je remercie Dieu en tout cas pour la pandémie parce que ça m'a pris le temps de vraiment travailler avec ma voix. De travailler ma voix. Donc le temps qu'on repoussait un an, on doit repousser. Donc moi, ça me donnait plus de temps de travailler. Ça m'a pris des mois. Et souvent aussi, c'est le choix aussi des chants que tu veux avoir, les chants que tu veux chanter. C'est donc, ça. Tu vas devoir choisir un bon chant et vraiment connaître ton chant, le message que tu veux véhiculer dans le chant. En tant que chrétien, c'est très bien dit, ça. Il faut toujours avoir un message. C'est très bien dit. C'est quoi le chant que tu penses qui t'a fait remporter le fameux soir en octobre? Je pense que c'est Now Behold the Lamb. OK. C'était quoi le message en arrière que toi, tu voulais partager? Que Christ est mort pour nous, c'est l'agneau de Dieu. Et peu importe, les erreurs, tout ça, son sang à laver, son sang nous a purifiés. Et c'est pour cela que nous sommes vainqueurs en lui. C'est vraiment ça, c'est la grâce, au fait. Ça parle de la grâce, et de l'accomplissement de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Un message fort, alors. Si c'est important pour toi, là, ça que j'ai appris, si c'est important pour toi, ta manière de le transmettre à l'autre va forcément toucher les autres. Maintenant que tu as remporté 10 000 $ avec ce concours-là, quand j'ai dit comme OK, donc là, je suis sûre que les projets fusent dans la tête. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? C'est ça. En fait, tu sais, en tant qu'artiste, je ne sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, j'ai remarqué que je travaille full-time au gouvernement. Oui. Et donc, j'aimerais être artiste, chanteur, full-time aussi. Mais pour le moment, ça ne permet pas. Oui. Et ça ne permet pas pour le moment. Donc, j'ai trouvé le challenge que j'avais souvent, que j'ai remarqué aussi certains chrétiens artistes qui ont, c'est sortir les chants. Tu peux sortir un chant, mais faire avec la vidéo en même temps. Donc, moi, j'ai beaucoup de chants que j'ai déjà écrits, mais c'est les sortir, en fait. Ça demande plus d'argent. Ça demande vraiment plus d'argent. Et pour moi, je voudrais vraiment sortir, pas des petits trucs, il faut avoir de l'argent pour sortir un bon clip, en fait. Un clip qui attire, qui frappe, et c'est vraiment ça, on a besoin d'argent pour ça. Et ça, c'est là que je veux vraiment maximiser
l'argent que j'ai reçu, au fait. J'ai tellement beaucoup de projets, mais je crois vraiment artistiquement, c'est ça que je voudrais faire. J'ai des chants, mais c'est un peu l'argent qui me retenait et c'est une porte qui m'a été ouverte, qui m'a été donnée. Donc, je vais vraiment saisir et sortir ce que Dieu a déjà mis en moi, montrer au public. Alors, est-ce qu'on pense déjà à un EP ou ça sera juste un single qui est en vue en ce moment? D'accord, il y a un single qui sort bientôt au mois de décembre déjà. Ben là, donc, OK. J'étais déjà en processus. OK. Qui sort déjà. Donc, ça a vraiment aidé. En fait, les fonds ont vraiment aidé, gloire à Dieu. Super, donc, ça sort déjà au mois de décembre, déjà vers le 17 décembre. J'aurai déjà quelque chose. Et l'année prochaine, il y aura un EP peut-être par la grâce de Dieu, oui. Alors, est-ce qu'on pourra avoir la chance de voir le trophée en arrière? Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui est positionné là. Oui. Il est tellement beau. C'est quelque chose que je suppose, tu pourrais montrer aussi à la communauté. Tu deviens un peu comme une ambassadrice du concours GEPAT. C'est ça. Exactement. Donc, c'est écrit là. Ouais. Il est lourd en plus. Hein. Ouais. Il est vraiment lourd. J'essaie de trouver la caméra comme... Okay. Non, mais on la voit et on la voit aussi sur une photo. Je faisais juste ma curieuse là et on est vraiment très heureux que tu aies partagé ta joie avec nous. Et puis, écoute, pour ton single là, si tu y penses là, n'oublie pas que nous aussi, on est là pour pouvoir te soutenir. Dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un message en tant que lauréate à lancer à d'autres personnes? Il va nous rester 45 secondes. Qui hésitent encore? Je crois qu'il faut juste... Il faut être prêt. Il faut être prêt. Si tu veux te lancer, il faut être prêt. Et demande la grâce de Dieu. C'est tout ce que je dirais. Prépare-toi, spécialement vocalement. Parce qu'il y a des gens qui chantent. Merci beaucoup. Grâce et félicitations encore et bonne chance pour ta carrière. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye. Alors, écoutez, si vous avez envie d'avoir plus d'informations concernant ce concours-là et pourquoi pas intégrer toutes les activités qu'il propose souvent gratuitement, www.concoursgpat.com. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais m'entretenir avec une experte de l'Institut du Savoir Montfort sur une thématique qui va vous intéresser. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, pis c'est bon. Surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous utilisez les os, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis. Quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, j'ai du poil sur les bras. J'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, mais j'ai du poil qui est long. J'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans les deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On peut commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Quand je mets le monde dans le ton, ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de la carte d'option en arthrite juvénile avec la chercheure Karine Toupin-April qui nous fait le plaisir de discuter de ce sujet avec nous. En fait, la carte d'option en arthrite juvénile, c'est le projet principal de votre chaire de recherche. Et nous, avant de commencer à parler de ce projet principal, on veut savoir le contenu même de la chaire de recherche. C'est quoi le contenu?
Oui, donc je fais de la recherche sur l'arthrite juvénile. Donc l'arthrite juvénile, c'est de l'arthrite qui touche les enfants. Donc assez semblable à l'arthrite rhumatoïde chez les adultes. Et puis l'objectif, c'est vraiment d'aider les jeunes qui font de l'arthrite à être capables de gérer leurs symptômes. Et donc un des symptômes qu'ils ont souvent, c'est la douleur. Et donc, lorsqu'ils ont de la douleur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche dans le fond de l'information et on leur donne de l'information avec une application web. Et donc, ainsi, quand ils ont de la douleur, ils peuvent essayer de trouver les meilleurs traitements possibles pour eux. Alors, quand on parle de jeunesse, là, c'est quoi la tranche d'âge sur laquelle vous vous basez pour faire vos études? Donc, quand on parle d'arthrite juvénile, ça peut être très, très jeune. Ça peut commencer comme à 2-3 ans. Pour nous, on se concentre... Oui, c'est vraiment jeune. Nous, on se concentre surtout sur les adolescents, donc les jeunes de 13 à 18 ans. Et on a aussi ajouté les jeunes adultes, donc 18 à 30 ans, parce que souvent, ils ont besoin de beaucoup de services, parce que quand ils arrivent en arthrite, dans le fond, quand ils arrivent dans le système adulte, après avoir été, par exemple, à l'hôpital des enfants, donc il y a un petit peu moins de services. Et on aide aussi les parents. Donc, les parents peuvent aider leurs jeunes enfants, même plus jeunes que des adolescents, à gérer leur arthrite et leurs symptômes. On a longtemps pensé que l'arthrite et toutes ces affaires-là, c'est des histoires pour des personnes qui sont vraiment adultes, là, ça touche pas les jeunes, mais de se rendre compte que ça peut commencer à 2-3 ans, c'est une douche d'eau froide, là. Puis moi, j'ai cru entendre dire que l'arthrite, c'est vraiment quand il y a une utilisation, je vais dire, exagérée de cette partie, par exemple, du genou, mais un enfant de 2-3 ans ou même un jeune de 13 ans, comment ça arrive qu'ils peuvent avoir une arthrite? Oui, donc c'est intéressant ce que vous dites parce que souvent les gens vont penser à l'arthrose, qui est un type d'arthrite. Donc, il y a beaucoup de types d'arthrite. L'arthrose, c'est vraiment le type qui arrive avec la vieillesse, avec l'âge, parce que les articulations, dans le fond, s'usent. Par exemple, l'arthrite rhumatoïde, donc c'est vraiment une maladie qui peut venir chez les jeunes et ça peut venir chez les jeunes adultes aussi. Donc, c'est pas lié à l'âge, c'est vraiment lié à des caractéristiques là, génétiques. Donc, il y a des personnes qui sont prédisposées. Oui. Mais dans ce cas-là, est-ce que vos recherches vont plus loin que le jeune, comme aller un peu, par exemple, dans la lignée familiale pour voir d'où est-ce que ça vient, comment ça se transmet, je vais dire ça comme ça, aux jeunes? Oui. Bien, il y a beaucoup de recherches qui font de la recherche comme ça pour voir comment les jeunes ont l'arthrite, d'où ça vient, c'est quoi les facteurs exactement. Il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment, qui sont de la recherche génétique, qui regardent, dans le fond, selon la génétique des jeunes, est-ce que ça va les prédisposer à avoir l'arthrite et aussi quel type de traitement seraient les meilleurs traitements pour eux. Parce qu'il faut dire qu'avec l'arthrite, c'est vraiment, il y a des médicaments qui sont assez forts, mais qui sont des nouveaux médicaments, ça fait environ 20 ans, des médicaments qui sont vraiment très, très, très efficaces. Donc, beaucoup plus efficaces qu'il y a 20 ans. Donc, on peut dire que vraiment, si on souffre d'arthrite rhumatoïde ou d'arthrite juvénile, donc les traitements sont bien meilleurs maintenant qu'il y a même 20 ans. Mais là, je vais finalement dire là, que plus vite on sait, plus vite c'est mieux parce qu'on arrive à faire de la médicamentation, je peux dire ça comme ça, je pense, hein, assez tôt. Et puis peut-être qu'on va aller voir un psychothérapeute, je ne sais pas, pour nous aider. Comme ça, au moins, ça évite que, rendu à l'âge adulte, ça se soit pire. Oui, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent attendre un certain temps avant d'être diagnostiqués et c'est vraiment pire. Donc, le pronostic est moins bon. Oui. Donc, le mieux, c'est d'essayer de trouver le plus vite possible pour être capable d'agir. Et maintenant, les médecins vont donner des médicaments assez rapidement pour être sûr que ça contrôle l'inflammation et que que la maladie, dans le fond, puisse être mieux contrôlée. Une fois que la maladie est mieux contrôlée, il y a des gens pour qui ça va quand même pas fonctionner. Hein? Des fois, ils vont essayer plusieurs types de médicaments. Mais il faut pas oublier que même s'ils ont encore de la douleur ou des articulations qui sont raides ou enflées, bien, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire aussi pour les aider. Donc, par exemple, il y a toutes sortes d'approches qu'on appelle non pharmacologiques. Donc, pas juste les médicaments, mais d'autres choses qu'on peut faire en plus.
Alors là, quand on parle de ce qu'on peut faire en plus, là, je lis ici que vous vous intéressez vraiment à améliorer la façon dont les gens qui ont des maladies chroniques, vivent avec ces maladies chroniques-là, et vous donnez des ingrédients nécessaires à une bonne prise de décision par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer notre vie. Oui, c'est ça, en gros. C'est quoi ces éléments et ces ingrédients? On va profiter de vous au maximum, là. OK. Donc, je dirais, en fait, c'est intéressant parce que je pense que c'est des ingrédients qu'on devrait utiliser tout le temps. On peut les utiliser pour notre santé, on peut les utiliser pour nos finances. Donc, oui, c'est vrai. On peut les utiliser partout dans notre vie, même pour choisir un conjoint. Donc, je vous dirais ça. Donc, il y a une des approches qui est vraiment recommandée en santé, c'est la prise de décision partagée. C'est une prise de décision, c'est un processus que les patients devraient suivre avec les professionnels de la santé. Donc, c'est vraiment comme une discussion. Et l'objectif, c'est il faut avoir de l'information sur les différentes options de traitement. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la douleur? Bien, on a plein de choses qu'on peut essayer, mais c'est vraiment important de parler avec nos professionnels de la santé et de voir quelles sont les options. Est-ce qu'il y a une option que je manque puis qui serait une bonne option pour moi? Tu sais, des fois, on ne sait pas. Il faut avoir de l'information sur ces options-là. Tu sais, il y a des options où il y a, par exemple, des preuves scientifiques qu'elles sont efficaces. Il y en a d'autres qui ont moins de preuves scientifiques. Donc, c'est bon de le savoir, ça. Tu sais, c'est quoi les preuves scientifiques? Donc, qu'est-ce qui est efficace? Aussi, qu'est-ce qui est sécuritaire? Parce qu'il y en a des traitements que les gens vont prendre, par exemple, puis des fois, c'est pas sécuritaire. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Faut aussi regarder, tu sais, est-ce que c'est, par exemple, quelles sont mes préférences à moi? Qu'est-ce que je veux en tant que patient? Est-ce que j'aime mieux, par exemple, des traitements comme la relaxation, la massothérapie? Ou est-ce que je me dis, non, moi, je vais prendre, par exemple, quand j'ai de la douleur, je vais prendre, par exemple, une acétaminophène. Puis, tu sais, c'est comme ça dépend un peu de nos préférences, hein? Ça dépend de ce qu'on veut. Donc, je dirais que avoir l'information sur toutes les options, sur est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils sont sécuritaires, aussi, comment est-ce qu'on les prend? Est-ce que c'est des médicaments ou des piqûres ou tu sais, il y a toutes sortes de façons de prendre des traitements. Et ensuite de ça, regarder ce qui est important pour nous, puis ce qu'on valorise le plus. Donc, est-ce que pour moi, je veux éviter certains effets secondaires? Ou, non, pour moi, c'est pas grave. Je veux juste aller comme le plus vite avec telle chose. Donc, ça dépend vraiment. Chaque personne est unique. Et puis, de discuter de ça avec les professionnels de la santé, c'est souvent la meilleure façon d'arriver à la meilleure option pour nous, personnellement. En tout cas, Karine, je vous garde avec moi parce qu'après la pause, on va parler de la carte d'option en arthrite juvénile qui est le projet principal de votre chaire de recherche. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours de la chaire de recherche en rhumatologie pédiatrique et adulte avec la chercheure Karine Toupin-April. Et Karine, avant la pause, on parlait des bonnes décisions à prendre pour nous garder en santé. Et j'ai bien aimé le fait que vous mentionnez que c'est une décision personnelle. Il faut savoir qu'est-ce qui va avec nous d'abord et puis aller voir un professionnel. Ensuite de ça, moi, la question qui me vient tout de suite en tête est: est-ce que si moi je décide, par exemple, j'ai de l'arthrite, je décide simplement de faire de la médicamentation, juste ça, est-ce que c'est grave si je ne vais pas voir un physiothérapeute? Donc, ça dépend vraiment des symptômes que la personne a. Puis ça, je pense que c'est bon d'en discuter avec le professionnel de la santé. Donc, en général, ça dépend. Il y a des gens qui n'auront peut-être pas besoin d'aller faire de la physiothérapie ou tout ça. Mais je pense que ça dépend vraiment des symptômes de chaque personne. Et les professionnels de la santé, comme les médecins, bien, en général, ont une discussion sur ça pour vraiment donner, dans le fond, des recommandations, des suggestions sur les choses que les patients peuvent faire. Parfait. Le projet principal là, de votre chaire de recherche, c'est vraiment la carte d'option en arthrite juvénile. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Oui, donc la carte d'option en arthrite juvénile, ce que ça fait, c'est que ça donne plein d'options de traitement pour gérer la douleur en arthrite juvénile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans la littérature scientifique, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'il y a comme études pour différents traitements en arthrite juvénile. Et donc, ça nous donne une application web que les gens peuvent utiliser. Et ils peuvent, par exemple, mettre où est-ce qu'ils ont de la douleur. Ensuite de ça, ils vont mettre quel type de traitement ils préfèrent. Donc, est-ce qu'ils préfèrent, par exemple, les traitements qui les aident à relaxer ou les traitements plus comme avec activité physique ou des traitements, par exemple, comme médicaments pour la douleur lorsqu'ils ont de la douleur. Et donc, basé sur le résultat, ce que ça donne, c'est ça donne quelques options qui peuvent, dans le fond, ils peuvent lire à ce sujet-là, avoir de l'information qui vient des données scientifiques et être capable de voir, dans le fond, si ça les intéresse. En fait, c'est une application, la carte d'option. Oui, c'est une application. Alors donc, si pour un jeune qui a besoin, en tout cas qui a ces problèmes-là d'arthrite juvénile, s'il a accès à votre application, tout de suite, là, il a des informations qui sont des informations scientifiques, donc des informations vraies. C'est pas sur Internet qu'on va chercher les vraies informations, là. Bien là, ça dépend parce qu'il y a tellement de choses sur Internet. Ah oui, c'est ça, il y a trop de choses sur Internet. On dit ça, après on dit c'est pas ça, donc la carte d'option est la meilleure option. Il y a beaucoup de bons sites web et une des choses qu'on fait dans la carte d'option, c'est que si, par exemple, quelqu'un est intéressé à la relaxation ou par exemple, la massothérapie, donc on donne des liens à d'autres sites web où il y a encore plus d'informations. Et toujours, ce qui est important, c'est qu'à la fin, après avoir utilisé l'application web, il y a un résumé. Et les gens peuvent amener ça à leur professionnel de la santé. Super. Donc, l'objectif est qu'ils peuvent dire, regardez, voici, j'ai de la douleur, j'aimerais ça essayer telle chose. Et là, ils peuvent en discuter. Parce qu'il y a quand même des traitements que les gens ne devraient pas juste faire par eux-mêmes. Ils devraient vraiment en discuter avec les professionnels de la santé. Je suis très d'accord avec ça. L'automédicamentation, là, c'est pas bon du tout, là. Alors, Karine, comment ça fonctionne, cette application-là? Parce que je sais que vous êtes là pour vraiment aider les jeunes. On peut savoir comment on peut se l'acquérir, par exemple? Oui, maintenant, on est en train de tester l'app. Donc, on est en train de faire des entrevues sur Zoom avec des gens qui la testent pour voir s'ils aiment ça. Donc, on est en train de finaliser, là. On veut finir de la tester bientôt et on espère que ensuite de ça, elle va devenir disponible au public. Donc, c'est l'objectif, c'est ce qu'on veut. En gros, ça veut dire aussi qu'il faudrait inclure les experts qui vont supposément accompagner ces enfants, ces jeunes qui ont l'arthrite juvénile. Il faut qu'ils soient aussi dans le processus, pas seulement les jeunes qui doivent être intéressés, je pense. Oui, donc on a fait plusieurs rencontres avec des professionnels de la santé, donc par exemple des rhumatologues pédiatriques, on a fait des entrevues avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des nutritionnistes, et tous ces gens-là ont donné leur feedback et je dirais que c'est vraiment un processus qui finit pas, donc on va toujours l'améliorer aussi avec des professionnels de la santé, c'est très important, oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Parce que quand je regarde tout le procès, je calcule dans mon esprit, je me dis, je pense que ça date de loin, là. Oui, donc je pense que ça fait 5 ans qu'on a commencé ce projet-là. Okay. Donc, il fallait regarder la littérature scientifique, il fallait avoir toutes sortes de gens
qui nous ont aidés, donc des gens à CHIO, à l'hôpital de CHIO, par exemple. On a recruté des patients, on a fait des entrevues. Donc oui, c'est un long processus. Ah oui, je vois ça, c'est un long processus et on s'attend à ce que ce soit disponible quand, parce que ça a l'air que c'est en train de se peaufiner, que c'est bientôt prêt. Oui, bien, on espère l'avoir dans environ 1 an, on espère. Avec la COVID, c'est sûr que c'est plus difficile de recruter pour la recherche. Donc, ça a été un petit peu un délai à cause de ça. Mais on espère l'avoir le plus vite possible. Je trouve que votre chaire de recherche elle est parfaite. J'adore qu'est-ce que vous avez fait comme travail. Et pour les curieux qui ont envie de voir comment vous évoluez, est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il y a une plateforme où est-ce qu'on peut voir comment ça se passe, comment ça évolue? Oui, donc on a un site web qui s'appelle Choice Research Lab. Le problème, c'est qu'on est en train d'arranger le français maintenant. Donc, on va avoir une version française très bientôt. En ce moment, c'est juste en anglais, mais j'y travaille pour finir la version française. Donc, si vous faites Choice Research Lab, je vais noter donc, ça. Il y a toutes sortes d'informations. Oui. Merci. On a aussi un YouTube, un post YouTube avec des vidéos qui parlent de cet outil-là. C'est quoi la chaîne YouTube? Ça, c'est intéressant pour les jeunes. Ils aiment beaucoup plus voir des gens en interaction. Bien sûr, le site web, je pense que les informations y seront. Oui. Merci. Twitter aussi. Merci beaucoup, Karine. Et puis, beau travail à vous et à toute votre équipe. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, vous pouvez visiter le www.savoirmontfort.ca pour voir un peu l'actualité de Karine, de la chercheure Karine Toupin-April. Et juste après la pause, moi, je vais vous partager avec vous le site web qu'elle vient de me donner concernant l'évolution de ses recherches afin que vous soyez informés jusqu'à ce que ce soit officiel. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Dans la prochaine émission, on discute avec la remarquable, une influenceuse et mannequin qui mise sur l'acceptation de soi, peu importe l'enveloppe corporelle que nous possédons. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, je parlerai avec Carmen Paquette, une militante de tous les temps, mais qui se consacre maintenant bénévolement au réseau de fierté des aînés d'Ottawa avec une préoccupation particulière pour le sort réservé aux aînés de la communauté LGBTQ. Le deuil, le vieillissement fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais avec la chercheure Karine Toupin-April qui travaille sur une chaire de recherche en rhumatologie juvénile. Et ils sont en train de peaufiner un beau projet, la carte d'option en arthrite juvénile. Et pour avoir toutes les informations, c'est au www.choiceresearchlab.ca. C'est là que vous allez avoir toutes les informations sur cette carte d'option-là qui sera disponible dans la prochaine année. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone, nous allons parler avec Brigitte Duguay-Langlais du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. On va parler de toutes les activités qui ont été prévues pour cette semaine de l'immigration-là. Je vais aussi m'entretenir avec Catherine Lyons qui va vous dévoiler les activités qui entoureront la commémoration du jour du souvenir au Musée canadien de la guerre. Et parlant de commémoration
l'émission du 11 novembre. Juste vous rappeler que ce 11 novembre, exclusivement, l'émission Entre nous sera en direct à partir de 10h30 et non 11h. Donc, vous devez être branchés à 10h30 parce qu'on va faire une émission spéciale et j'espère que vous serez des nôtres. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Vous regardez TV